10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. Extrêmement intéressant. Vous organisez également des rencontres entre les chercheurs et les jeunes pour leur faire découvrir justement ce que sont les métiers de chercheurs dans les différents domaines et leur donner un goût, une appétence, qui sait pour ce type de métier. Et vous intervenez pour l'ITL depuis 4 ans, depuis 2018, à raison d'une conférence en moyenne par an. Et là, vous nous revenez donc pour nous parler de ce gigantesque projet, qui est, enfin, projet maintenant lancé, qui est le télescope spatial James Webb. Donc la mission, ce qu'on peut en attendre et qui pourrait révolutionner l'astrophysique. Merci de votre présence et bonne conférence à tous. Eh bien, bonjour à tous. Je vois que vous avez tous bravé la tempête qui est en train de balayer le Puy-de-Dôme. Pour que je vous parle, eh bien, vous voyez, j'ai vraiment pas de chance avec la technique aujourd'hui. Si, c'est bon? Impeccable. Il faut que ça soit si... Ah, il faut que ce soit proche. Ok, très bien. Tout le monde m'entend? Super. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du télescope qui est juste derrière moi, le James Webb Space Telescope. Alors je pense que dans cette salle, vous en avez probablement tous entendu parler. Il va remplacer, il va succéder à un télescope dont là, pour le coup, je suis sûr, vous avez tous entendu parler, c'est le télescope spatial Hubble. Alors avant de vous parler de ce télescope, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de construire ce télescope-là. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'envoyer dans l'espace, vous allez voir tout à l'heure, un télescope qui est probablement plus grand en termes de hauteur que le bâtiment dans lequel on est. Je vous en parlerai dans un instant. Donc on va commencer par l'état de l'art des connaissances en astronomie en avril 2022. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui et qu'est-ce qui nous reste encore à découvrir? Et on verra que, eh bien, sur ce qui nous reste encore à découvrir, tout ça, ça va nous amener à se questionner sur l'importance d'avoir un nouveau télescope. Et un nouveau télescope dans l'espace. Et puis, ce télescope, il a été lancé en décembre 2021 à Kourou, il se trouve que j'y étais. Donc je vous raconterai un petit peu les coulisses de ce lancement, comment ça s'est passé, quelques anecdotes aussi assez marrantes, notamment quand un astrophysicien essaye de négocier avec un membre de la Légion étrangère pour s'approcher de la fusée. Vous verrez lequel des deux a gagné à la fin, je pense que vous pouvez vous en douter. Alors on va commencer, et puis on parlera aussi des tout premiers programmes d'observation. Le James Webb va commencer ses observations dans très peu de temps, et je vous présenterai les tout premiers programmes d'observation et surtout les résultats auxquels on peut s'attendre d'ici à la fin de l'année. Alors c'est parti, état de l'art scientifique et technologique en avril 2022. Qu'est-ce que l'on sait sur notre univers et qu'est-ce qui nous reste encore à découvrir? Alors ce que l'on sait, ce qu'on a appris depuis 1995, c'est que le système solaire n'est pas unique. Le système solaire, pardon, n'est pas unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que déjà que le système solaire? Le système solaire, vous savez, c'est un ensemble de planètes, 8, qui tournent autour d'une étoile, la nôtre, le Soleil. D'accord? Le Soleil, tout le monde sait ce que c'est. Quand vous allez dehors, vous le voyez. Alors aujourd'hui, on ne le voit pas trop. Il paraît que ce week-end, on devrait le voir un peu en Auvergne, j'espère. Et autour de ce Soleil tournent 8 planètes. La Terre est une de ces 8 planètes. C'est une planète rocheuse, la plus proche étant Mercure, la plus éloignée étant Neptune. Vous avez derrière moi un dessin qui représente tout ça. Alors évidemment, les distances ne sont pas représentées, les tailles ne sont pas aussi représentatives, mais enfin c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'est le système solaire. Et depuis 1995, et les observations de Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence, là on est dans le sud de la France, la découverte a été faite dans le sud de la France, c'est une équipe suisse, Michel Mayor et Didier Queloz, ils étaient de l'Observatoire de Genève, ils sont venus en France utiliser un de nos instruments, et ils ont montré qu'autour d'une étoile qui s'appelait 51 Pegasus, autour d'une de ces étoiles, eh bien, il devait y avoir une planète qui tourne. Donc depuis 1995, on sait qu'il y a des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et aujourd'hui, en avril 2022, combien est-ce que l'on connaît de planètes? Alors j'ai regardé ce matin, et le nombre d'exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil, aujourd'hui, elles sont au nombre de 5009. On connaît 5009 exoplanètes aujourd'hui. On sait qu'il y a 3673 étoiles qui possèdent au moins une planète. Alors vous allez dire, c'est un nombre énorme, 3673 étoiles. Et oui, si on regarde sur le nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, la Voie lactée, c'est à peu près 100 milliards. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 5000 étoiles qui possèdent des planètes sur les 100 milliards? Non, la réponse elle est non. C'est qu'on a juste
observé qu'à peu près 10 000 étoiles, et que sur ces 10 000 étoiles, on a vu qu'il y en avait 1 sur 2 à peu près qui avait une planète. Et si on utilise cette statistique-là, eh ben ça veut dire que sur les 100 milliards d'étoiles que compte la Voie lactée, il y en a au moins 50 milliards qui possèdent au moins une planète. Alors sur ces 3673 étoiles, eh bien, il y en a 815 qui comportent au moins 3 planètes, c'est-à-dire un système planétaire. Donc là encore, hein, vous voyez bien que le système solaire n'est pas unique. Il y a des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Alors comment est-ce qu'on fait pour détecter ces exoplanètes? Là je vous montre, sur la diapo qui est juste derrière moi, le système Kepler 90. Alors le système Kepler 90, il est intéressant parce qu'il ressemble un peu à notre système solaire. Vous voyez, il a été découvert en 2017, il est composé de 8 planètes. Il y a 3 planètes rocheuses qui sont très proches de l'étoile. Il y a 3 ce qu'on appelle mini-Neptune, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près la taille de Neptune. Et on a 2 planètes, vous les voyez à la fin, similaires à Jupiter. Alors je vais utiliser juste là, voilà, là vous avez les 2 planètes qui ressemblent à Jupiter, les 3 mini-Neptunes et les 3 planètes rocheuses. Et ce système, pourquoi il est intéressant? Parce que c'est pas l'homme qui l'a trouvé. C'est une technique de l'homme qui a aidé à trouver ce système. En fait, on a utilisé ce télescope-là, le télescope Kepler. Alors le télescope Kepler, il a fait des images autour de tout un tas d'étoiles et il a identifié tout un tas de planètes qui tournaient autour de ces étoiles. Et la première fois qu'on a observé cette étoile-là avec Kepler, on n'a rien vu. On a dit, il n'y a pas quelque chose de très intéressant. Et alors on a utilisé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Je crois que j'étais venu en parler, j'en avais parlé brièvement lors d'une de mes conférences avant le Covid ici. L'intelligence artificielle, ça peut paraître un gros mot, mais ça ne l'est pas en fait. C'est juste qu'on va apprendre à l'ordinateur à repérer ce que nous, on ne sait pas repérer, par exemple. Un exemple, vous allez lui donner une image, et sur l'image, vous allez lui dire, il faut que tu me trouves, vous prenez une image, par exemple, de la place de la Victoire, vous faites une photo de la place de la Victoire, et vous allez identifier sur cette image les bars, les chiens et les statues. Vous allez lui dire à l'ordinateur, voici un bar, voici un chien, voici une statue. Donc l'ordinateur, il va apprendre sur l'image de la place de la Victoire. Vous faites la même chose sur la place de Jaune et vous lui dites, ben, ça c'est un bar, un chien, une statue. Et vous faites ça avec tout un tas d'autres endroits, si bien que l'ordinateur, il va apprendre à repérer les bars, les chiens et les statues. Et au bout d'un moment, vous lui donnez une image qu'il ne connaît pas. Prenons par exemple la place qu'il y a à Santiago du Chili, juste en face de la cathédrale. Vous lui donnez la place et vous lui dites, vas-y, est-ce que tu es capable de repérer le bar, le chien et les statues? Eh bien, comme il aura appris à partir de tout un tas d'autres images, à repérer tout ça, il va être capable de le faire. Et bien c'est ce qu'on a fait avec les images du télescope Kepler. On a pris les images du télescope Kepler, on a dit, là on sait qu'il y a une planète autour de cette étoile, voilà à quoi ça ressemble. On a fait ça avec tout un tas d'étoiles autour duquel on savait qu'il y avait des planètes, et on lui a dit, maintenant tu vas regarder dans tes archives, et tu vas me dire si tu vois pas, eh bien, des endroits où il pourrait y avoir des planètes. Eh bien on a appris l'ordinateur à repérer ces planètes, et l'ordinateur nous a dit, autour de cette étoile-là, il doit y avoir plusieurs planètes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un télescope ensuite au sol et on allait regarder si effectivement, on avait besoin d'un signal un peu plus gros, hein, parce que le télescope Kepler, son diamètre c'est 95 cm, donc c'est pas très très grand, c'est à peine 1 mètre de diamètre. Il faut savoir qu'au sol, le télescope le plus grand, hein, il est aux Canaries, il fait 10 mètres 20. D'accord? Dans l'espace, là on parle de quelque chose qui fait 95 cm. Donc il a repéré ça, on est parti voir avec les télescopes au sol, qui sont un peu plus grands, et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un système autour de cette étoile, c'est le système qu'on a appelé Kepler 90. Donc on sait que le système solaire n'est pas unique. On sait repérer des exoplanètes. Comment fait-on pour repérer des exoplanètes? Alors il y a 3 techniques. La technique la plus simple, hein, c'est vous regardez une étoile, et s'il y a une planète qui passe devant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la lumière de l'étoile que vous allez recevoir, elle va forcément diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la lumière qui va être bloquée par la planète qui passe devant. C'est l'animation que vous avez en ce moment derrière moi. Hop, la planète passe devant l'étoile. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un peu moins de lumière qui m'arrive. D'accord? Ici, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle une courbe de luminosité. Le temps évolue dans ce sens-là, et la luminosité de l'étoile dans ce sens-là. Vous voyez que quand il n'y a pas de planète devant, eh bien, la luminosité est constante. Dès qu'une planète arrive, paf, on a une diminution de la luminosité. Et une fois que la planète est passée devant l'étoile, eh bien, on reprend la luminosité au départ de l'étoile. Donc ça, c'est une technique, c'est ce qu'on appelle la méthode dite des transits. C'est la première méthode qu'on utilise pour détecter les exoplanètes. C'est d'ailleurs celle qu'a utilisé le satellite Kepler pour identifier les exoplanètes. La deuxième technique, elle est un tout petit peu plus compliquée, mais guère plus, c'est celle qu'on appelle des vitesses radiales. C'est la méthode qu'a utilisée Michel Mayor et Didier Queloz quand ils ont détecté la toute première exoplanète. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une planète qui tourne autour d'une étoile,
On a souvent l'habitude de dire que la planète tourne autour de l'étoile. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai en physique. La planète ne tourne pas que autour de l'étoile, elle tourne autour de ce qu'on appelle le barycentre du système. En gros, eh bien, l'étoile, elle tourne aussi autour d'un point, parce que quand vous avez deux masses, deux objets très massifs, une étoile et une planète, eh bien finalement, le centre de gravité de votre système, il n'est pas au centre de l'étoile, il est un peu à côté. Alors évidemment, il n'est pas à 100 millions de kilomètres, hein, il est relativement proche, mais l'étoile va bouger un petit peu sur son axe. C'est ce que vous allez voir sur cette animation-là. Vous voyez que vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile. Que fait l'étoile? Elle aussi. D'accord? Si vous regardez bien, alors je peux la... Voilà, vous l'avez ici, vous voyez que l'étoile, elle oscille sur son orbite. Alors vous avez la planète qui est là, l'étoile qui est là, et on voit bien l'étoile osciller. Évidemment, ça a été exagéré sur l'animation, mais c'est exactement ce qui se passe. Et si vous êtes capable d'analyser la lumière qui vous vient de l'étoile, eh bien, vous allez voir quelques changements. Alors, je vais rejouer l'animation. OK? C'est-à-dire que si je suis capable d'analyser la lumière qui me vient de l'étoile, ici, on voit que la lumière, elle bouge un peu. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, vous voyez que, eh bien, il y a des petits traits noirs, qu'on appelle des raies d'absorption, qui bougent un peu, qui se déplacent dans le spectre. D'accord? Eh bien ça nous dit qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'étoile. C'est la méthode dite des vitesses radiales. Et puis la méthode la plus simple pour détecter une exoplanète, alors la plus simple à comprendre, mais la plus dure à réaliser, eh bien, il suffit juste de prendre une photo de l'exoplanète. Ce que vous avez là, juste ici, hop, c'est la première photo d'une exoplanète qui a été prise depuis le VLT, télescope européen, installé dans le désert d'Atacama. Ici vous avez l'étoile, et ici vous avez la planète. Alors c'est extrêmement compliqué de faire ça parce qu'il faut quand même que la distance entre l'étoile et la planète soit suffisamment grande pour que vous arriviez à voir cette toute petite étoile qui est là sans être complètement aveuglé par la lumière de l'étoile. Alors il y a une autre technique qu'on pourrait utiliser, et justement on va en parler quand on va parler du James Webb. On pourrait masquer la lumière de l'étoile là pour voir tous les petits points qu'il y a autour, toutes les planètes. C'est ce qu'on appelle la méthode du coronographe. Bon, oubliez un peu ça. On peut donc prendre en photo les étoiles. Et si on regarde, c'est le graphique que j'ai voulu vous montrer là, l'évolution du nombre d'exoplanètes découvertes en fonction de l'année. Grosso modo, hein, c'est un histogramme. Et chaque barre vous indique le nombre d'exoplanètes qui ont été découvertes en fonction de différentes méthodes. La méthode des transits, c'est celle-ci, hein, la planète qui passe devant l'étoile et qui va diminuer l'intensité lumineuse que vous recevez. C'est toutes les détections en vert. Et vous voyez hein, que quand Kepler, le fameux télescope de 95 cm dont je vous ai parlé juste avant, a publié ses catalogues, on a eu deux grands bonds. C'était en 2014 et en 2016. La méthode des lentilles gravitationnelles, je n'en ai pas parlé parce que c'est vraiment anecdotique, on va dire. Et puis les détections directes, la vitesse radiale en rouge, c'est ça, c'est quand l'étoile oscille sur son orbite. Et puis les détections directes, c'est les photos. Alors là, vous voyez que c'est vraiment tout petit, parce qu'on n'a pas encore la résolution depuis le sol pour faire ça. Alors, quelles sont les grandes questions qui se posent encore aujourd'hui sur ces exoplanètes? Une question, c'est de savoir comment se forment ces planètes. On sait grosso modo comment s'est formé le système solaire. Le Soleil est né dans un nuage de gaz qui a été refroidi, on a formé l'étoile, et puis dans le nuage de débris qui s'est mis à tourner autour du Soleil, eh bien on a commencé à former les planètes. Et ça, c'est une photo assez incroyable d'une étoile en formation qui a été prise par ALMA, ce réseau d'antennes ici qui est au Chili, à 5200 mètres d'altitude. Et on est capable de voir l'étoile en formation, et regardez ce qu'il y a autour de cette étoile en formation. On a déjà des planètes qui sont en train de se former. On voit qu'on est en train d'éliminer les débris, et on voit les orbites. Hein. Clairement, on va avoir une planète ici, une autre là. Donc ça, c'est quand même une assez belle image. C'est le top du top de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur la formation des planètes. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe juste avant. Donc ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Et puis, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir, est-ce que sur ces 5009 planètes que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui abritent la vie? Parce que nous, aujourd'hui, on est là. C'est exceptionnel quand même d'être là dans une salle de conférence en train de s'interroger sur la recherche de la vie dans l'univers. On est à la fin pas à la fin, on est en pleine évolution d'une espèce. On est arrivé sur Terre, la vie s'est développée grosso modo quasiment après la formation de la Terre, il y a quelques milliards d'années. Et on est là aujourd'hui en train de s'interroger. Enfin, il faut quand même moi, je suis toujours surpris de voir ça et de me dire, est-ce que finalement on n'a pas eu énormément de chance pour arriver à ce moment-là? Ou est-ce que finalement, sur les 5009 planètes qu'on connaît, est-ce qu'il y a plein d'autres personnes qui sont comme ça, dans des amphis, en train de s'interroger sur la place qu'ils ont dans l'univers?
Alors nous, on a quand même, moi je pense qu'on a eu beaucoup de chance, je pense pas qu'on soit seul dans l'univers, mais je pense qu'on a eu beaucoup de chance. N'oublions pas qu'il y a 60 millions d'années, il y a une grosse météorite qui a fait tomber des dinosaures, donc des gars qui étaient un peu plus costauds que nous, et pourtant, vous voyez, donc nous on est là et on se pose encore des questions. On verra si dans le reste de l'univers, on aura la réponse, espérons dans quelques temps, mais on va y revenir dans pas longtemps. Voilà, donc voilà pour ce qui est de cette question sur les autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, ces exoplanètes. Deux grandes questions: comment se sont formées ces planètes, et puis est-ce qu'il y a de la vie qui est sur ces planètes, qui existe sur ces planètes, et est-ce que c'est une vie intelligente ou pas? Voilà les grandes questions que l'on a encore aujourd'hui sur les exoplanètes. La deuxième thématique que je voulais aborder avec vous, c'est la formation des étoiles. On sait que les étoiles se forment dans des nuages de gaz et qu'elles évoluent avec le temps selon leur masse. Alors qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur cette formation d'étoiles? Alors ça, c'est ce que j'enseigne à Cambridge, hein, la formation des structures, c'est exactement mon mathématique. Ça leur prend 18 heures à comprendre comment se forment les étoiles, donc je vais essayer de faire ça en 1 minute. Évidemment, je vais oublier quelques étapes. Donc voici grosso modo comment on va former une étoile. Je vous l'ai dit, hein, pour former une étoile, il faut un nuage de gaz. Première étape. Un nuage de gaz froid, donc il va falloir refroidir ce nuage. Donc on va laisser un peu le temps faire son affaire, et puis on va avoir des phénomènes qui vont refroidir un peu ce gaz. Et quand le gaz est suffisamment froid, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le nuage va se contracter. Il va s'effondrer sur lui-même, il va se contracter, c'est ce que vous avez là, et va naître ici ce qu'on appelle une protostar. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'étape de l'étoile, on est sur une protostar avec ici un nuage de poussière qui tourne autour de cette protostar. Et on va continuer, et dans ce nuage de poussière-là, donc on est entouré de poussière, hein, l'étoile qui vient de naître, elle est entourée de poussière. Et dans ce nuage de poussière, je vous ai montré tout à l'heure l'image, on va avoir des planètes qui peuvent se former, et puis à un moment, les réactions nucléaires au cœur de l'étoile vont s'allumer, et on va avoir un système planétaire. Voilà ce que l'on sait aujourd'hui sur la formation des étoiles. Alors je vais vous amener voir une zone de formation d'étoiles. Hop, je vais couper le son parce que c'est pas... on va donc aller voir une zone de formation d'étoiles, et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a tout autour de cette pouponnière d'étoiles. Voilà, on va avancer un petit peu. Hop. Voilà, on zoome un petit peu. On va voir toutes ces étoiles. Et on va surtout voir qu'autour de ces étoiles qui sont très jeunes, eh bien, il y a beaucoup de poussière. Tout ce que vous voyez là, c'est de la poussière. D'accord? Donc gardez bien ça en tête. Quand on forme des étoiles, elles sont baignées dans de la poussière. Ok, regardez un peu cette image qui a été prise par le télescope spatial Hubble. Voilà, donc là vous aviez tous ces bras, ces piliers qu'on pouvait voir, c'était de la poussière. Alors qu'est-ce que l'on sait encore sur la formation des étoiles? Eh bien on sait que dans le monde merveilleux des étoiles, il n'y a pas d'ascenseur social. C'est-à-dire que comment vous naissez va déterminer comment vous allez mourir. Si vous êtes né et que vous êtes une toute petite étoile, eh bien vous allez suivre ce chemin-là, d'accord, une toute petite étoile, vous allez rester une naine brune. Si vous êtes une étoile un tout petit peu plus grosse, comme par exemple le Soleil, eh bien vous allez devenir une géante rouge, et puis vous allez pouvoir finir par exemple en nébuleuse planétaire. Et si au contraire vous êtes une étoile très très grosse au début de votre vie, eh bien vous allez mourir très très vite, vous allez devenir une super géante rouge, vous allez exploser dans ce qu'on appelle une supernova, et vous pouvez finir soit en reste de supernova ici, soit en trou noir ou en étoile à neutrons. Donc vous voyez, en fonction de la masse que vous avez au départ, eh bien on est capable de vous dire quelle est la vie que vous aurez si vous êtes une étoile. Voilà ce que l'on sait. Ça, on le sait à peu près bien, puisqu'on l'observe, tout simplement, on observe les étoiles à différents stades de leur vie, et on voit que les étoiles les plus grosses, elles meurent très très vite, et elles finissent soit en trou noir, soit en étoile à neutrons, et c'est l'inverse pour les étoiles très très faibles. Alors revenons un petit peu sur ces fameux piliers que je vous ai montrés tout à l'heure, qui sont entourés de poussière. Je vous ai dit ça, c'est une région de formation d'étoiles. Mais je vous ai dit ce que l'on ne sait pas, c'est comment se forment ces étoiles. On a grosso modo l'idée, hein, je vous ai montré le graphique, mais on ne connaît pas les caractéristiques de cette proto-étoile, le tout début de l'étoile. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée de poussière. Et si je prends en photo avec Hubble cette région de formation d'étoiles, eh bien vous voyez que la lumière, elle va être bloquée par la poussière. D'accord? Si vous mettez de la poussière entre vous et une étoile, eh bien la lumière, elle est bloquée par la poussière. Seulement, il y a une astuce. L'astuce, c'est de regarder un autre domaine de longueur d'onde.
un autre type de lumière. Vous voyez, là j'ai changé le type de lumière, je suis passé du visible, qui est la lumière que l'on observe avec nos yeux, à l'infrarouge. L'infrarouge, vous êtes en train tous d'en émettre parce qu'on est des corps chauds, donc on émet de l'infrarouge. Les militaires, hein, quand ils vont faire des entraînements à la fontaine du Berger, je ne sais pas s'ils le font toujours, ils utilisent des lunettes infrarouges qui permettent de voir leurs ennemis, entre guillemets, dans la nuit, parce que les corps chauds émettent de l'infrarouge. D'accord? Donc je vais refaire ce petit exercice. Voici ce que voit Hubble, lumière visible. Là, on ne peut pas voir les étoiles qu'il y a autour de cette poussière, donc les toutes premières étoiles. Les protostars, le tout premier stade d'évolution d'une étoile. Si maintenant je change de lumière, je passe du visible à l'infrarouge, hop, j'enlève toute la poussière, et je suis capable de voir des étoiles que je ne pouvais pas voir dans la lumière visible. Donc, si je veux caractériser les protostars, le premier stade d'évolution des étoiles, il va falloir que j'aille regarder un autre type de lumière. Non pas la lumière visible, mais la lumière infrarouge. Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Quelles sont les propriétés de ces proto-étoiles? Et puis, il y a une autre question qu'on ne sait pas trop, c'est comment les étoiles, à la fin de leur vie, elles vont libérer les atomes qu'elles ont produits. Vous savez, une étoile, c'est une grande usine à fabriquer des atomes. Il y a quelqu'un qu'on a cité en début de conférence qui a fait un livre qui s'appelle « Poussière d'étoiles » et il avait raison, Hubert Reeves, de dire qu'on était tous des poussières d'étoiles parce que tous les atomes qui nous constituent sont fabriqués dans les étoiles. Les étoiles, ce sont des usines, de véritables usines à fabriquer des atomes. Mais on ne sait pas trop comment elles arrivent ensuite à libérer ces atomes. Donc ça, c'est une question qui nous intéresse. Alors là, évidemment, hein, j'ai mis ici ce fameux télescope, le télescope spatial Hubble. Diamètre, alors Kepler, tout à l'heure, je vous ai dit un diamètre 95 cm. Là, on est à un diamètre de 2,40 m. Il a été lancé en avril 1990. Il est à 600 km d'altitude. Pourquoi les Américains ont mis le télescope à 600 km d'altitude? C'est-à-dire, on n'est pas très loin, on est comme de là à Lille à peu près. Eh bien, tout simplement parce qu'on voulait aller le réparer si des fois ça ne marchait pas, ce télescope. Et on a bien fait, parce qu'on l'a réparé plusieurs fois. Et il y a même un Français qui a eu la chance de réparer le télescope spatial Hubble, c'est Jean-François Clairvoy, que vous allez voir sur cette vidéo. Alors, c'est une réparation qui a eu lieu en avril 1999. Elle a duré 7 jours, 8 jours, parce que c'est 7 jours et 23 heures. Et pendant cette mission, ils ont fait 4 sorties extravéhiculaires, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la navette. À l'époque, il y avait encore des navettes. Il n'y a plus de navettes aujourd'hui. Ils ont fait 4 sorties et ils sont allés réparer. Donc ils ont remplacé les gyroscopes, c'est-à-dire les outils qui permettaient à Hubble de rester droit sur son axe. Et puis ils ont mis à jour le logiciel de Hubble. Alors le logiciel de Hubble, quand on le met à jour, il est devenu 20 fois plus rapide. D'accord? Et dans les années 90, à votre avis, quelle est l'électronique que l'on a dans Hubble? C'est un télescope qui fait 2,40 m. Eh bien, l'électronique que l'on a dans Hubble, vous avez mieux dans vos téléphones portables. D'accord, aujourd'hui. On va en reparler de ça. Parce que ça a été aussi une sacrée avancée dans l'exploration spatiale. Donc voici la réparation du télescope spatial Hubble. Regardez comme il est beau. 600 km et ça y est, on l'a réparé et on le remet sur son orbite. Les panneaux solaires ici, la lumière rentre là et puis les caméras qui sont derrière. Donc voilà pourquoi on a mis ce télescope spatial à 600 km. Parce qu'on voulait le réparer. On verra ce qu'il en est pour le James Webb dans un tout petit moment. Alors on va continuer. Donc 2 thématiques déjà abordées. La première, les exoplanètes. Est-ce qu'il y a de la vie sur les exoplanètes? La deuxième, la formation des étoiles. Quelles sont les propriétés de ces toutes premières étoiles qui naissent? Troisième thématique que je veux aborder, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que certaines galaxies, elles possèdent un trou noir. Et un trou noir qui accrète de la matière, c'est-à-dire c'est un trou noir qui va absorber en quelque sorte la matière. Alors si on veut simplifier, un trou noir c'est un objet très massif. Je crois que j'ai déjà parlé de ça ici. Si on veut se représenter, si on suit la théorie d'Einstein, si on veut se représenter l'univers, il faut imaginer l'univers comme un grand drap que l'on a tendu. Par exemple, dans cette pièce, on aurait tendu un très très grand drap, ou un nénuphar, peu importe, sur lequel, quand on a une étoile, eh bien, on va mettre en fait un poids. D'accord? Donc le drap va se courber. D'accord? C'est ça. Quand on a un objet très massif, on va courber le drap et on va dire qu'on courbe en fait l'espace ou l'espace-temps. Et ici, vous avez une vidéo d'un enseignant américain qui va essayer d'expliquer ça à ses élèves. Alors, je ne sais pas s'il y a des profs dans la salle, mais ça, c'est une superbe expérience pour expliquer ce qu'est l'attraction gravitationnelle, etc., et l'espace-temps. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, cet enseignant? Il a tendu un drap sur un tonneau
grand tonneau, donc il n'y a rien hein, sous le drap, d'accord? Là, il n'y a absolument rien, c'est vide, et vous voyez qu'il a tendu le drap. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va représenter, donc ça représente l'espace-temps. Et il va dire, eh ben tiens, je vais mettre une étoile dans mon espace-temps. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile? C'est un objet qui est très massif, d'accord? Donc il va mettre un poids. Voilà, voici un poids. Que fait le drap? Eh ben je vous l'ai dit, hein, il se courbe un tout petit peu. Vous voyez, alors je peux mettre plusieurs étoiles, etc., etc. Et ça, c'est une autre façon d'expliquer la gravité. Alors on va mettre un objet un tout petit peu plus gros. Alors attendez, j'avance un tout petit peu. Voilà, là il a mis un objet un tout petit peu plus gros. Vous voyez? Et donc évidemment, plus l'objet est massif, plus la courbure de mon espace est importante. Donc là, il a mis un poids extrêmement important et on voit la courbure. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe si autour de cet objet très massif dans l'espace, eh bien, on envoie d'autres objets plus petits. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Donc il a un gros poids au milieu et il va envoyer des billes tout autour. Et on va regarder comment les billes se comportent, voilà, hop, quand elles arrivent à proximité de cette courbure. Regardez bien ce qui se passe. Est-ce que vous voyez bien l'orbite décrite par cette bille? Quand elle arrive à proximité, hop, elle accélère, elle s'éloigne et elle revient. Et au bout d'un moment, évidemment, elle va tomber, elle va être attirée par cette courbure qui est faite par l'objet massif. On va continuer, parce que si vous comprenez ça, vous allez comprendre la théorie d'Einstein. Vous voyez, ça valait le coup quand même de braver la tempête. Hein. Alors on va refaire, et là on va envoyer plein de billes en même temps. Donc on va imaginer qu'on a plein d'étoiles qui tournent autour d'un objet très massif. Et vous allez voir comment se comportent ces étoiles. Donc là, il est parti chercher les billes. Et donc, il faut que je meuble. Et donc, on va regarder. Donc, évidemment, là, on est dans l'idée qu'on a un trou noir, par exemple, ici, et que toutes les étoiles qu'il va envoyer, toutes ces petites billes qu'il a dans les mains, eh bien, ce sont des étoiles qui tournent autour du trou noir. Regardez. Est-ce que vous voyez les billes qui accélèrent quand elles arrivent à proximité, elles s'éloignent et puis elles reviennent? Vous voyez? C'est tout simple, hein? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, nous, on est parti voir, on s'est dit, ben, effectivement, si ça, c'est si simple que ça, alors si on regarde au centre de notre galaxie, on pense qu'il y a un trou noir au centre de la galaxie, hein, c'est l'évolution des galaxies qui nous dit ça, eh bien, on devrait voir les étoiles tourner comme ça. Alors évidemment, une étoile, ça ne tourne pas aussi vite qu'une bille, c'est-à-dire qu'il ne faut pas 10 secondes à l'étoile pour faire le tour du trou noir qu'il y aurait au centre. On a observé le centre de la Voie lactée pendant plus de 20 ans. Et là, je vais vous montrer comment tourne. Alors regardez, c'est assez sympa à faire. Et donc là maintenant, je vous montre comment les étoiles dans la Voie lactée tournent autour du centre. Alors évidemment, il n'y a pas d'accélération. Il n'y a pas de... comment dire? Le temps est linéaire. On n'accélère pas à un certain moment la vidéo. Regardez cette étoile. Est-ce que vous la voyez? On va le refaire parce que je trouve que c'est un des plus beaux résultats européens qu'il y a eu depuis une bonne dizaine d'années à mon avis. Cette étoile. Regardez bien. Ça, ce sont de vraies images. Et puis évidemment, hein, comme on est maintenant, on fait pas mal de communication, on a aussi la vue d'artiste. Voici la vue d'artiste de cette étoile qui s'approche, hop, du trou noir et qui s'éloigne. Vous voyez? Et c'est grâce à ça qu'on a été capable de dire que dans notre Voie lactée, il y avait un trou noir. Parce qu'il y avait un objet tellement massif, eh bien, qui faisait changer, qui faisait accélérer la vitesse de l'étoile. Nous, sur notre orbite, quand on tourne autour du Soleil, on va effectivement tous à la même vitesse. Il n'y a aucun moment où on accélère, où on va plus vite. D'accord? Là, pour le coup, l'étoile, non seulement elle change un peu d'orbite, je vais vous la remettre quand même, hop, on va refaire, vous voyez, mais en plus, quand elle s'approche du trou noir qui est là, hop, elle accélère et elle s'éloigne. Et on continue. Le trou noir, il est là. Et voilà. Et grâce à ça, on a été capable de déterminer la masse de ce trou noir et la position précise de ce trou noir. Et ça a été fait par des chercheurs européens. Ils ont réussi à localiser le trou noir central de la Voie lactée, 20 ans d'observation. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est situé à 26 années-lumière de la Terre, qu'il a une masse de 4,2 millions de fois la masse du Soleil. La densité du trou noir, si vous voulez, grosso modo, si vous prenez une cuillère à café,
vous y penserez ce soir quand vous prendrez votre café ou un thé ou je ne sais quoi, vous regarderez votre cuillère à café et vous direz que si vous avez dans cette cuillère à café un peu de trou noir, eh bien la masse que vous avez dans la cuillère à café, c'est l'équivalent de la masse de la Terre. C'est un objet qui est très dense, très très lourd. D'accord? Et le diamètre, c'est 17 heures-lumière, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu plus grand que le système solaire, mais pas guère plus. Alors qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur ces trous noirs? On sait qu'il y en a d'autres dans d'autres galaxies. On sait qu'il y en a un dans la Voie lactée, on sait qu'il y en a un dans Messier 87, c'est l'image que vous avez là. Là, vous avez l'image du trou noir dans Messier 87 qui a été prise il n'y a pas très longtemps, c'est dans la constellation de la Vierge. Qu'est-ce que l'on sait? Eh bien, ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quelle est la relation entre la taille des galaxies et la présence d'un trou noir. Est-ce que toutes les galaxies ont un trou noir, ou est-ce que finalement, il n'y a que certaines galaxies qui ont un trou noir? Quelle est la proportion de galaxies avec un trou noir? Et puis, comment se forment les galaxies et comment est-ce qu'elles évoluent avec le temps? Voici la troisième thématique que je voulais aborder avec vous. Je suis dans les temps, c'est parfait. La dernière thématique que je voulais aborder avec vous, pour vous faire l'état de l'art de l'astronomie en avril 2022, c'est évidemment les premières galaxies, parce que c'est quand même mon domaine de recherche. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les galaxies, elles étaient déjà présentes 500 millions d'années après le Big Bang. Le Big Bang, qu'est-ce que c'est? C'est la formation de notre univers, d'accord? C'est le moment où notre univers s'est formé, et on pense qu'il s'est formé il y a 13,8 milliards d'années. Donc on sait que les premières galaxies, elles étaient déjà là, il y a 13,3 milliards d'années. D'accord? Ici, vous avez une frise des temps qui représente grosso modo toute l'histoire de l'univers, qui commence avec le Big Bang. Ici, les premières galaxies, alors on est 500 millions d'années après le Big Bang, la formation, donc les galaxies au tout début, elles sont toutes petites, c'est ce que vous avez là, elles sont toutes petites, elles forment énormément d'étoiles, et puis elles vont fusionner petit à petit pour donner des galaxies de plus en plus grosses. Ici, vous avez la galaxie d'Andromède. Et ensuite, eh bien, on a la formation de la Terre. Vous voyez que nous, on est quand même dans la Terre et des planètes du système solaire. L'apparition de la vie entre 4 et 5 milliards d'années, et nous, on est là aujourd'hui. D'accord? Donc voici grosso modo l'histoire de l'univers, et on s'intéresse à ce tout début-là. Pourquoi c'est intéressant de regarder les premières galaxies? Déjà parce que c'est mon domaine de recherche, et puis aussi parce que c'est le moment dans l'histoire de l'univers où on a commencé à former de la lumière. L'univers s'est illuminé quand il y a eu la formation des toutes premières galaxies. Alors qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? Eh bien, c'est que si on pousse Hubble jusqu'à ses limites, on va prendre le télescope spatial Hubble, et on va aller voir le plus loin que Hubble peut voir. Eh bien, le plus loin que Hubble peut voir, on détecte encore des galaxies. Ça veut dire qu'il va falloir aller voir au-delà de ce que peut voir Hubble. Ici, vous avez une image avec quelques exemples des galaxies les plus lointaines que l'on a repérées. On a pu le pousser, grosso modo, jusqu'à 300 millions d'années après le Big Bang, mais on voit encore des galaxies. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles se sont formées 300 millions d'années après le Big Bang? Ou est-ce que finalement, il faut remonter un peu plus le temps pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres galaxies avant? D'accord? Ça, c'est une des grandes questions qu'on se pose. Quand les premières galaxies ont-elles illuminé l'univers? Et quelles sont les propriétés des premières étoiles? Et quelle est la plus petite galaxie qu'on peut trouver au début de l'univers? Ça nous intéresse, c'est important de savoir quelle est la plus petite galaxie qu'on peut former, parce que grâce à ça, on va pouvoir contraindre les modèles physiques de formation. D'accord? Le modèle physique de formation des premières galaxies, si vous êtes capable de dire ben, la plus petite galaxie que je peux former, c'est ça, ben, ça vous donne des contraintes sur la taille de votre nuage de gaz au début, au tout début de l'univers. Alors si je devais faire un résumé, alors je sais que c'est un peu dense, hein, de cette première partie, les grandes lignes de nos connaissances. Premièrement, le système solaire n'est pas unique. Deuxièmement, les étoiles se forment dans des nuages de gaz et elles évoluent selon leur masse, ça c'est ce que l'on sait. Certaines galaxies possèdent un trou noir supermassif, et les galaxies étaient déjà présentes 500 millions d'années après le Big Bang. Alors, il nous reste des questions. Il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Évidemment, une des toutes premières, c'est de savoir est-ce que ces planètes, ces nouvelles exoplanètes, elles abritent la vie? Comment se forment les planètes et les satellites? Ça, on ne sait pas encore exactement comment se forment les planètes. Les caractéristiques des proto-étoiles, le premier stade d'évolution des étoiles. Comment les étoiles libèrent eh bien, les atomes qu'elles ont fabriqués, qui vont nous constituer ensuite, ça on ne le sait pas encore. Quelle relation y a-t-il entre les trous noirs et la masse des galaxies? Est-ce que toutes les galaxies possèdent un trou noir? Et puis aussi, quand se sont formées les toutes premières galaxies? Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie, qui est, ok, on sait pas mal de choses sur notre univers, mais on a encore des questions. D'accord? Je viens de vous en énoncer quelques-unes. Et si on veut répondre à toutes ces questions,
on n'a pas le choix, puisqu'on n'a pas les instruments pour le faire, on a quasiment poussé tous les instruments qu'on avait aujourd'hui jusqu'à leur limite, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on construise un nouvel instrument. D'accord? On n'a pas le choix, on est obligé de faire un nouvel instrument. Alors, quelles doivent être les propriétés technologiques de cet instrument? Ben, évidemment, pour définir les propriétés de cet instrument, on va partir des questions qu'on se pose. D'accord? Voilà la lumière. D'accord? Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs domaines de lumière. La lumière visible, c'est celle qu'on voit avec nos yeux. La lumière infrarouge, c'est celle que voient les militaires quand ils sont la nuit et qu'ils cherchent un peu les corps étrangers, entre guillemets, les ennemis. Ok? Donc on est là. La lumière visible, c'est ici. La lumière infrarouge, c'est là. Hubble, il pouvait observer la lumière jusque-là. C'est-à-dire qu'il pouvait observer l'ultraviolet, le visible et un tout petit peu d'infrarouge. Nous, ce qui nous intéresse, la grande question, je vous l'ai dit, c'est de savoir est-ce que la vie a pu se développer sur d'autres planètes. Alors, pour savoir s'il y a de la vie, une des molécules qu'on va aller chercher, c'est l'ozone. L'ozone, si on veut la détecter, il va falloir regarder quelque part par là. On est autour de 2 microns, 2-3 microns. On a dit qu'on voulait aussi savoir comment se former les planètes. Pour voir les planètes en formation, il va plutôt falloir aller regarder autour de 3 microns. D'accord? On est quelque part par là. Donc toujours dans l'infrarouge. Vous voyez qu'on est au-delà des limites du télescope spatial Hubble. Et puis si on veut regarder les premières galaxies, eh bien, il va falloir aller regarder autour de 2,5-3 microns. Donc vous voyez que là déjà, rien qu'en essayant de répondre à ces 3 questions, est-ce que la vie s'est développée sur les planètes? Comment se forment les planètes? Et quand se sont formées les premières galaxies, on définit déjà un domaine de lumière. Il faut qu'on aille observer par là, autour de 2 et 3 microns. Okay, donc on définit un nouveau domaine de lumière. Hubble ne peut pas le faire, et il y a très peu de télescopes au sol qui peuvent le faire, il n'y en a même pas beaucoup. Ok? Alors qu'est-ce qu'on veut comme type de données? On sait déjà qu'on veut de l'infrarouge, mais on veut faire de la photo, on veut faire des images à haute résolution, on est quelque part par là, des images à haute résolution, pour pouvoir détecter des objets très petits. D'accord? Si je veux détecter une exoplanète, une exoplanète, si je veux faire une photo d'une exoplanète, ben, il faut quand même que je sois capable d'aller détecter des objets qui sont très petits autour d'étoiles très brillantes. Je veux des images aussi très profondes. Qu'est-ce que ça veut dire en astronomie, avoir des images très profondes? C'est des images qui sont capables d'aller détecter des objets très faibles, qui envoient très très peu de lumière. D'accord? Dans l'infrarouge, je l'ai dit, et coronographe, c'est-à-dire que je veux masquer la lumière des étoiles brillantes pour voir ce qui se passe tout autour. C'est la première des choses qu'on veut. Ce que l'on veut aussi, c'est faire de la spectroscopie. La spectroscopie, qu'est-ce que c'est? Vous prenez un rayon lumineux et vous dispersez la lumière. C'est typiquement ce que fait un prisme là. Si je prends de la lumière blanche là, eh bien vous voyez que dans un prisme, vous allez faire l'arc-en-ciel, et chaque domaine ici, chaque lumière va vous donner une information particulière sur l'objet qui a émis la lumière. Donc on veut faire de la spectroscopie, pareil, à haute résolution, pour pouvoir détecter les molécules, des molécules bien particulières, l'ozone par exemple. Donc ça va se faire par spectroscopie. Toujours de la spectroscopie profonde, parce qu'on veut étudier des objets qui émettent très très peu de lumière. Et puis, on veut aussi observer plusieurs objets en même temps. Ce qui se passe en ce moment dans les télescopes, notamment au Chili, c'est qu'on observe un objet à la fois. Et vous allez passer 10 heures à observer la même galaxie. Et ça, c'est pas une perte de temps, évidemment, mais si on pouvait observer 100 objets en même temps, eh bien, on gagnerait beaucoup de temps. Donc ça, c'est ce qu'on a demandé, hein, c'était une des conditions pour ce nouveau télescope, c'est qu'on soit capable d'observer en même temps plusieurs objets en spectroscopie. Et est arrivé le James Webb Space Telescope, 1996, c'est-à-dire 6 ans après le lancement de Hubble, eh bien la NASA valide l'idée de faire un nouveau télescope, qui ne s'appelait pas James Webb à l'époque, hein, mais qui s'appelait le Next Generation Space Telescope, validé en 1996. En 2002, on lui donne le nom de James Webb, qui était un des anciens directeurs de la NASA. En 2011, pas de chance, le Congrès américain décide de l'annulation du programme. Ça coûte trop cher. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent en astronomie. Ça coûte trop cher. Mais on se bat. Tous les scientifiques du monde entier disent non, il nous faut ce télescope. L'Europe dit on va continuer, on va aller faire ce télescope, on va donner un peu d'argent, on va même payer le lancement de ce télescope. Donc en 2012, le budget est consolidé. En 2016, le télescope est prêt. Et là, vous allez me dire, mais alors s'il était prêt en 2016, pourquoi est-ce qu'on ne l'a lancé qu'en 2021? Eh bien, parce qu'on a eu énormément de retard. On a voulu tester, on voulait être sûr que ce télescope allait marcher pour une seule raison, c'est que ce télescope, on va l'envoyer à 1,5 million de kilomètres de la Terre.
Hubble, il était à 600 km. Hubble, on pouvait aller le réparer. On envoyait des astronautes, on l'a fait plusieurs fois, et on allait réparer le télescope. Le James Webb, 1,5 million de kilomètres, c'est beaucoup plus loin, 4 à 5 fois plus loin que la distance entre la Terre et la Lune. On n'ira pas le réparer, le James Webb. Donc on voulait vraiment être sûr que tout fonctionnait, que la communication entre le télescope et les antennes au sol fonctionnait, qu'on était capable de prendre une photo et de l'envoyer et de la réceptionner depuis le sol. Et il a été lancé le 25 décembre 2021. Une histoire assez incroyable. Ici, vous avez un graphique qui vous présente en fonction de l'année. L'année évolue comme ça. La date de lancement, et là vous avez le coût du télescope. Vous voyez qu'il a été validé en 96, ce projet, et qu'en 96, on disait date de lancement en 2007. En 2007, je n'avais pas commencé ma thèse. On continue. En 2004, alors moi j'ai commencé la thèse en 2009, tiens, on va faire comme ça. En 2009, date de lancement en 2014. Moi j'ai fini ma thèse en 2012. En 2012, on nous parlait d'une date de lancement en 2018. Et vous savez qu'il a été lancé en 2021. Donc vous voyez, il y a eu pas mal de reports avec ce télescope. Et il a coûté extrêmement cher. Ici, vous avez évidemment, plus vous allez retarder un télescope, plus ça coûte cher, parce que le télescope, il va falloir le refroidir, si vous le laissez sur le côté. Et là, vous avez l'évolution du prix de ce télescope. Et avant son lancement, le télescope, il a coûté plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars avant son lancement, ce qui équivaut au prix qu'a coûté Hubble pendant 25 ans d'utilisation. Donc vous utilisez Hubble pendant 25 ans, ça vous coûte 10 milliards. Vous construisez le James Webb sans l'avoir utilisé une seule fois, ça vous coûte le même prix. D'accord? Donc vous voyez, c'est quand même des très gros budgets. C'est, voilà, 25 ans, je l'ai dit, hein, de budget de Hubble. Alors comparons maintenant Hubble et le James Webb. Hubble, un seul miroir, 2,40 m de diamètre. Le James Webb, 6,50 m de diamètre. Alors il y a des choses qu'il faut quand même regarder là. C'est le poids. Le poids de Hubble pour un miroir de 2,40 m, c'est 11,6 tonnes. Le poids du James Webb, 6,40 m de diamètre, regardez, beaucoup moins lourd, 6 tonnes. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, toute l'électronique a été miniaturisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut prendre des photos d'extrêmement bonne qualité avec nos téléphones portables, on peut même filmer des conférences avec des téléphones portables. Et bien, c'est parce qu'on a été capable de miniaturiser toute cette électronique. Et donc, vous voyez que le ratio, alors vous avez un télescope qui a un diamètre beaucoup plus grand, le poids est beaucoup plus petit. Ok, les données traitées par jour, c'est 458 gigas. Pour ceux qui connaissent un peu, hein, les clés USB que l'on a, c'est entre 2 et 5 gigas. Et bien là, tous les jours, le télescope, il va traiter 458 gigas de données. Alors les instruments qu'on va mettre à bord, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas extrêmement intéressant, mais quand je vous ai donné tout à l'heure qu'est-ce que l'on voulait en photométrie, en photo et en spectroscopie, quand on diffuse la lumière, on a tout ça. D'accord? On a mis absolument tous ces instruments. En spectroscopie, c'est ici. En photo, c'est la première ligne qui est là. Multi-objets, c'est-à-dire qu'on a vraiment respecté le fait d'observer plusieurs planètes ou plusieurs galaxies en même temps. Ça, c'est fait. Et puis, on va vraiment être dans l'infrarouge. Vous voyez qu'on est entre 2, 3, 4, 5 microns ici. Et tous nos instruments observent dans ce domaine de longueur d'onde-là, parce que c'est ce que l'on voulait au départ. Et on voulait de la haute résolution. Ici, vous voyez, je compare une image qui est faite avec le télescope spatial Spitzer, même domaine de longueur d'onde, grosso modo, que le James Webb. C'est la même zone du ciel. Et ça, c'est une simulation, évidemment, on n'a pas encore d'image. Je vais vous montrer la première image de James Webb dans un moment. Mais ça, c'est la même chose, la même zone du ciel. Regardez le nombre de détails que l'on voit, évidemment. Ça, c'est de la haute résolution. Regardez juste cette zone-là. Là, avec Spitzer, vous auriez pu dire qu'il y avait un objet là, une galaxie là, puis une ici, puis peut-être deux ici. Regardez combien il y en a, si on regarde la même zone du ciel avec le James Webb. Donc la haute résolution, c'est extrêmement important pour nous. D'accord? Et c'est ce qu'on va avoir. C'est une simulation que je trouvais assez sympa de vous montrer. Alors maintenant, regardons un peu la taille de ce télescope. Là voilà, la taille de ce télescope. En largeur, il fait à peu près la largeur d'un terrain de tennis. Donc quand vous allez regarder Roland-Garros dans quelques mois, eh bien, vous penserez qu'on peut mettre sur l'un des cours de Roland-Garros le télescope en entier. Et la hauteur de ce télescope-là, eh bien, c'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 3 étages. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme qu'on a envoyé dans l'espace. Alors voilà grosso modo à quoi il ressemble. Ici, vous avez des protections contre les rayons solaires. Vous avez des panneaux solaires ici, une antenne qui va communiquer avec la Terre, le miroir primaire, là, donc avec ses 6,40 mètres, le miroir secondaire, parce que comment fonctionne un télescope? Eh bien, vous avez la lumière qui va arriver par là des étoiles, elle va se refléter sur le miroir primaire,
elle va être renvoyée sur ici ce qu'on appelle le miroir secondaire, qui va focaliser tous les rayons ici. Les instruments scientifiques sont derrière, juste là. Voilà, donc voilà comment, à quoi ressemble ce télescope spatial. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ok, on a un télescope qui fait la taille d'un terrain de tennis et la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Comment on fait pour le faire partir de Los Angeles, là où est le siège de la NASA, et pour l'envoyer à 1,5 million de kilomètres? Eh bien, c'est exactement la question que se sont posées la NASA et l'ESA. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris un catalogue de fusées, un catalogue de lanceurs, et ils se sont dit, ben, regardons, est-ce qu'il y a un lanceur qui est capable de m'envoyer un télescope qui fait la taille d'un terrain de tennis et la hauteur d'un immeuble de 3 étages? Voici tous les lanceurs à disposition. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que la fusée Saturn V qui a envoyé Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, elle n'est plus d'actualité. Enfin, voilà, grosso modo, tous les lanceurs qu'on a à disposition. Ici, on a la fusée Ariane 5, fusée européenne. Et donc, il a fallu réfléchir comment on pouvait faire ça. Alors, il y en a peut-être ici qui ont la réponse. Il n'y a que les Américains qui peuvent avoir eu cette idée-là. Comment on fait pour envoyer un si gros télescope dans l'espace? Eh bien, on va le plier. Et donc, on a plié le télescope spatial Hubble, vous l'avez là. D'accord? Ici, vous avez le miroir primaire, et une partie du miroir primaire qui est là. Le miroir secondaire, hop, il a été basculé par ici. Non, il est là, pardon. Hop, il va basculer par là. Je vous montre ça dans un instant. On le plie et on le met, eh bien, dans une fusée. Et on a choisi la fusée Ariane. Pourquoi? Parce que c'est les Européens qui ont payé le lancement. Donc, on a évidemment utilisé notre fusée à nous, la fusée Ariane 5. Et Ariane 5, elle part de où? Elle part de Kourou, en Guyane. Donc, le télescope James Webb, il est parti depuis la France. Voilà, il faut être un peu fier de ça. Alors, je vais vous montrer quelques vidéos de ce pliage de télescope. Premier pliage de télescope, là, vous l'avez dans la salle. On est à Los Angeles, on est à Pasadena, c'est pas très loin de Los Angeles. Et le voilà, ce télescope. Alors, on va faire exactement comme un colis. Hein, quand vous commandez quelque chose sur Amazon ou je ne sais quoi, ils ont mis le télescope dans une boîte, ils ont fermé la boîte. Regardez un peu la taille du télescope et comparez-la avec la taille des ingénieurs et des scientifiques qui y a tout autour. Voilà. On le met dans la boîte, alors évidemment on vérifie que tout marche bien, et surtout, eh bien après, on l'envoie. Alors comment est-ce qu'on fait pour envoyer un télescope qui coûte 10 milliards de dollars de Pasadena aux États-Unis jusqu'à Kourou en Guyane? Il y avait deux options. Alors l'option terrestre, c'était compliqué. L'option aérienne, c'était encore plus compliqué, parce que quand vous faites décoller, alors vous allez me dire, normalement le télescope, il doit supporter les vibrations de la fusée. Oui, mais dans l'avion, eh ben, c'est pas exactement la même chose. Donc, on l'a pas envoyé par les airs, on l'a envoyé par la mer. Donc là, on est à Los Angeles. Vous voyez qu'on a bloqué absolument toutes les rues, toute cette route de Los Angeles. Il était 2-3 heures du matin. Et évidemment, on a... c'est moi, pardon. Voilà, et donc on va l'envoyer jusqu'au port de Los Angeles, le voilà. Et on n'avait surtout rien dit. On n'avait pas donné la date à laquelle le télescope devait partir, on n'a pas donné non plus la date à laquelle le télescope devait arriver en Guyane. Pourquoi, à votre avis? Les Américains, ils avaient la trouille de tout, et ils ont eu une trouille énorme au moment de... Comment? Pas des espions. Pas des cyclones. Oh non, tout ça allait. Pas des Chinois. Pas des Chinois, pas des Russes. Maintenant, peut-être qu'ils auraient peur des Russes. Eh ben non, des pirates, hein, tout simplement. Ils ont eu peur que les pirates aillent à l'abordage de ce bateau, récupèrent tout ce qu'il y a dans le télescope. Parce que si vous vous rappelez bien, quelle est la couleur du miroir du James Webb? Il est jaune. C'est de l'or. C'est une couche d'or qu'on a mis dessus. Pourquoi? Parce que ça reflète beaucoup mieux les rayons qu'on va aller utiliser. Bon alors, pas de pirates hein, Oups, pardon. Pas de pirates pour le voyage du James Webb. Il est arrivé absolument en sécurité à Kourou. Le voici. Alors normalement, tous les satellites qu'on envoie depuis Kourou, ils arrivent à Cayenne. Cayenne, pour ceux qui sont déjà allés en Guyane, c'est à 60 km de Kourou. La route, elle est très très bien hein, entre Cayenne et Kourou. Mais les Américains, ils ont dit non. Nous, il est hors de question que notre télescope fasse 60 km. On va le faire atterrir dans ce port-là, qui est le port de Kourou. Tout petit port. Kourou, c'est une ville qui vit grâce au centre spatial. Et donc, voici l'arrivée du James Webb dans ce tout petit port de Kourou.
Donc évidemment qu'on avait refait un peu à l'arrivée du télescope, le voilà. Et évidemment les gros camions américains qui arrivent pour sortir le James Webb du bateau. Là il y a une belle image qui va arriver dans pas très longtemps, quand le James Webb va rentrer dans le centre spatial guyanais. Pour ceux qui sont déjà allés en Guyane, on passe vraiment à côté voilà, donc là c'est le centre spatial guyanais. Le port de Kourou, il est vraiment juste à l'entrée de Kourou. Hein. Vous traversez un pont et le port est juste à droite. Et voici le James Webb qui passe devant la fusée Ariane. Alors c'est une belle image, hein, mais c'est pas sa fusée, ça c'est une maquette. Sa fusée, il ne la voit qu'au dernier moment, quasiment au moment où on va installer le télescope dans la fusée Ariane. Donc il a fait un très bon voyage jusqu'en Guyane. Et puis, alors je vais vous parler quand même un petit peu du centre spatial guyanais. Donc là vous avez le musée de l'espace, là vous avez une maquette de la fusée Ariane. Le centre spatial guyanais, eh bien c'est en France, hein, puisqu'on est en Guyane, c'est le port spatial de l'Europe. On envoie depuis ce port spatial de l'Europe qui a en superficie à peu près la moitié de la taille de la Martinique, donc c'est 600 km², c'est énorme. On envoie 3 lanceurs, là vous avez une image de ce port spatial avec la fusée Ariane qui se rend sur son pas de tir, je vous le montrerai tout à l'heure. Là vous avez le bâtiment d'assemblage, donc James Webb quand il est arrivé dans ce bâtiment-là. On a vérifié que le voyage s'était bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème au niveau des miroirs, au niveau de l'électronique, et puis il est passé, hop, par ici, et la fusée Ariane l'attendait ici, on l'a mis dans la coiffe de la fusée. Alors les trois fusées qu'on envoie depuis la Guyane, c'est la fusée Vega, qui est une fusée principalement italienne. Elle a fait 20 lancements, et il y a eu seulement 2 échecs. Évidemment, la fusée Ariane, qui est la fusée, donc ça c'est la fusée Ariane 5, pardon, 112 lancements, 5 échecs seulement, donc c'est une fusée qui est relativement sûre. Si vous utilisez la fusée Ariane, normalement tout se passe bien. Alors ça c'était vrai avant début mars. On envoie un 3e lanceur depuis Kourou, on envoyait un 3e lanceur depuis Kourou, qui était le lanceur Soyouz, 26 lancements, un seul échec. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, mais depuis début mars, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, vous voyez, ça y est, entre la Russie et l'Ukraine, Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe, a décidé qu'il n'y aurait plus un seul lancement de Soyouz depuis la Guyane. Donc maintenant, on n'envoie plus que 2 lanceurs depuis Kourou, Vega et Ariane 5. La différence entre ces 3 lanceurs, c'est ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire le poids en fait de votre satellite que vous pouvez envoyer dans l'espace. Vega, c'est très très faible, hein, c'est 1,5 tonnes, donc vous n'allez pas envoyer des gros satellites avec ça. Soyouz, c'est pareil, c'est 2,7 tonnes. Ariane 5, par contre, on peut envoyer beaucoup plus gros, on peut envoyer jusqu'à 10 tonnes. Et dans pas très longtemps, on va avoir Ariane 6, vraisemblablement en 2023, et Ariane 6, donc Ariane 5, je rappelle, c'est 10 tonnes, Ariane 6, ça va être 15 tonnes. Donc on va pouvoir envoyer encore plus de satellites dans l'espace. Alors quand même maintenant, vous montrer ce qui est pour moi une des plus belles images donc, de ce lancement, la fusée Ariane avec le James Webb dans sa coiffe, qui sort du bâtiment d'assemblage et qui se rend sur son pas de tir. Et je vais vous expliquer pourquoi pour moi ça c'est une image assez incroyable, parce qu'on parle souvent de ce que l'homme fait de pire. On oublie que des fois l'homme est capable de faire des choses assez géniales, et cette fusée-là, que vous allez voir sortir du bâtiment d'assemblage, il faisait un temps, il pleuvait, il faisait vraiment pas beau, il y avait du vent, on s'est dit ils vont jamais sortir la fusée, ça va encore être décalé. Et non, ils l'ont bien sorti, 23 décembre à 11h. Voilà, le James Webb est dans la coiffe, ici, juste derrière, il est là. Vous avez les boosters qui vont permettre à Ariane de décoller et d'amener le James Webb sur son orbite. Ça y est, la fusée Ariane sort, et quand je dis que cette fusée-là, elle représente ce que l'homme peut faire de meilleur, c'est parce que c'est probablement le meilleur lanceur qui existe aujourd'hui. La fusée Ariane, c'est la plus grande, la technologie la plus développée pour le spatial. Et pourquoi cette fusée-là? Et qu'est-ce qu'elle va faire cette fusée-là? Eh bien, elle emporte avec elle, dans la coiffe, juste en haut, dans la coiffe de cette fusée-là, elle emporte un télescope qui n'a absolument pas d'objectif, qui n'a pas l'objectif de faire gagner de l'argent ou d'objectifs militaires. Le seul objectif de ce télescope, c'est de faire avancer les connaissances scientifiques. C'est tout. Donc cette fusée que l'on voit sur son pas de tir, elle représente pour moi ce que l'homme peut faire de meilleur. Et cette photo-là, je la trouve assez splendide. Voilà, la meilleure fusée au monde pour emmener le meilleur télescope avec un seul objectif, faire avancer les connaissances. Vous voyez?
On va parler un peu du lancement. 25 décembre, jour J, on est dans la salle Jupiter. On est à Kourou, ça y est. Alors la salle Jupiter, elle est en deux parties. Les invités, les VIP sont ici. Et là, vous avez toute la partie technique, Ariane Espace, la NASA évidemment, parce que c'est un télescope de la NASA, et l'ESA. Alors si vous voyez, il y a des petits plexiglas ici. Et quand moi je suis arrivé, j'ai posé la question en disant « Ah bah tiens, c'est bien, ils font pour le Covid, etc. » Et on m'a dit « Ah non, 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 les plexiglas, ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens qui sont ici communiquent avec les gens qui sont là. » Pourquoi? Parce que ici, devant, c'est toute la partie technique, sauvegarde de la fusée, etc. Et les gens qui sont là, c'est plutôt les gens du télescope. Et si vous voulez, un lancement, il y a la pression qui est énorme dans une salle, évidemment. Et ce que l'on veut, tout le monde veut que le télescope parte. Et j'ai quelques anecdotes. J'ai mangé justement quand j'étais à Kourou à la fin du mois de décembre avec une personne qui gérait la communication entre la fusée et la salle, entre la fusée et le sol. Et un jour, c'était pas pour le lancement du James Webb, il me racontait qu'il y avait une fusée Ariane qui devait décoller. Et 7 minutes avant le décollage, vous avez toute une série de tests que vous voyez là sur l'écran, c'est l'écran que vous avez dans la salle Jupiter. 7 minutes avant le décollage, vous avez tout un tas de tests qui se fait. Et il arrive, dans ces 7 minutes, il y a une perte de contrôle entre la fusée et les antennes au sol. Donc il appelle la salle Jupiter et il dit « Moi j'ai une perte de contrôle, je ne communique plus avec le lanceur, avec la fusée. » Et son chef, le responsable donc, de communication, il est ici, dans la salle Jupiter, et il va lui poser la question. Il va lui dire, bah, vas-y, fais ça, fais telle manip pour corriger la communication. La communication revient, qui retrouve la connexion entre la fusée Ariane et les antennes que l'on a au sol. Et son chef, qui est dans cette salle-là, va lui poser la question une première fois. Est-ce que tu es sûr que la communication est revenue? Il va répondre, oui, je suis sûr que la communication est revenue. Est-ce que tu es sûr que la communication est revenue? Il va lui poser la question une deuxième fois. Il dit, bah oui, je viens de te dire que la communication est revenue. Il va lui poser la question une troisième fois. Est-ce que tu es sûr que la communication est revenue? Et là, il commence à s'énerver. Il dit, bah oui, je viens de te dire, ça fait 3 fois que je te dis que la communication est revenue. Donc, on repasse, ce qui était devenu rouge ici, va repasser en vert, et on continue toute la séquence de lancement. Et après, une fois que le lancement a eu lieu, il lui a dit, mais pourquoi tu m'as posé 3 fois la question? Et il m'a dit, parce que psychologiquement, si tu avais un doute, la deuxième fois ou la troisième fois, tu m'aurais dit, je ne sais pas. Si tu me dis 3 fois oui, c'est que je suis sûr que tu es sûr de ton coup et que donc la communication est bien revenue. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe pendant les 7 dernières minutes. Il faut imaginer un peu la pression. Donc évidemment, on ne veut surtout pas qu'il y ait d'influence entre tous les gens qui sont là, qui n'ont qu'une envie, c'est que la fusée, elle parte et qu'il n'y ait pas de délai de 2 jours, 3 jours ou 1 mois, c'est arrivé. Donc on va couper tout ça. Et il y a une personne qui est très importante lors d'un lancement, c'est la personne qui travaille sur la sauvegarde des populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la fusée dévie de sa trajectoire, il y a une personne qui a le droit d'appuyer sur le bouton et de faire sauter la fusée. À votre avis, est-ce que cette personne est dans la salle Jupiter? Non. Elle est à 5 km de la salle Jupiter, elle est fermée dans un bunker, elle n'a accès qu'à 2 choses, la trajectoire de la fusée là, et vous allez voir, je vais vous montrer le décollage dans un instant, ou là, si la fusée suit la trajectoire, c'est en vert, à partir du moment où elle dévie, ça change de couleur, et lui doit décider si oui ou non il y a un risque pour les habitants de Cayenne, ou s'il y a un risque pour les habitants d'autres villes ou des gens dans le port de Cayenne. Donc c'est le seul qui peut appuyer sur le bouton et faire exploser la fusée, et c'est déjà arrivé, Dieu merci, ce n'est pas arrivé pour le James Webb. Allez, décollage, maintenant, 25 décembre, 9h20 à Kourou, ça va être 13h20 en France. Nous y voici, alors il faut que je mette le son par contre. Le directeur des opérations, c'est lui le grand chef vraiment du lancement. Et on parle quelle langue à Kourou? On parle français, on est sur le territoire français. Attention pour moins 1 minute. Voilà, donc là il reste 1 minute avant le décollage. Le DDO, c'est le directeur des observations. Voilà, c'est parti. Donc je coupe le son parce que... Alors, on y est, vous voyez qu'il faisait vraiment pas beau. La fusée Ariane est ici. Les 4 mâts métalliques que vous avez là, ils ont un but, c'est en cas d'orage, ce sont des parafoudres. D'accord? Vaut mieux, parce que là, la fusée, elle est pleine de carburant, donc vaut mieux que la foudre tombe sur ces mâts que vous avez là. Vous avez aussi un château d'eau. Alors, où est le château d'eau? Alors, on ne voit pas, mais vous avez un château d'eau qui est là, parce qu'au moment du décollage, pour atténuer les dégâts liés au bruit, etc., on va mettre beaucoup d'eau sous la fusée. Vous allez le voir, il va y avoir beaucoup d'eau juste ici sous la fusée. C'est pour ça qu'il y a un château d'eau juste à côté.
Voilà, le James Webb qui est dans la... Standing by for terminal count. Voilà, dans la coiffe. Ici, on va attendre, et je vais vous laisser... Un tour de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. And we have engine start. And liftoff. Décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Trajectoire est nominale. Voilà, ça tout le monde attendait ce moment-là où le DDO, le directeur des opérations, dit la trajectoire est nominale. Ça veut dire que pour le début, qui est le moment le plus critique évidemment dans un lancement, eh bien tout se passait de manière absolument normale. Ça c'est fini, on ne verra plus la fusée depuis Kourou, elle est partie, ça a duré, vous voyez, 20-30 secondes parce qu'il faisait vraiment pas beau. Et pour les gens qui habitent Kourou, ça a été un décollage qui était vraiment pas beau à voir, il paraît qu'il y en a eu des plus jolis. Donc voilà, la fusée décolle, ça va durer 20 minutes finalement. Le rôle d'Ariane Espace, moi je pensais que ça allait durer plusieurs heures, et en fait non. Le rôle d'Ariane Espace est vraiment d'envoyer le satellite dans l'espace, ça va durer 20 à 25 minutes, et une fois que c'est fait, on va voir le satellite se séparer de la fusée, et c'est parti. À partir de ce moment-là, c'est la NASA qui prend les commandes du télescope. Donc ça va durer un petit peu. Alors est-ce que j'ai tout ça? Je dois l'avoir peut-être. Voilà, là vous l'avez ici. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Vous voyez qu'on a enlevé la coiffe. Ça, ce sont évidemment des animations, hein. C'est juste pour se représenter ce qui se passe. Hop! Donc là, le corps de la fusée s'en va. On allume la dernière partie. Donc c'est toujours Ariane Espace là, qui pilote le télescope. On redresse un tout petit peu l'orbite. Vous voyez qu'il est plié. Alors je vais avancer, j'aimerais bien vous montrer le moment. Voilà, ça va être par là. Le moment où Ariane Espace a fini son boulot et hop, le télescope part. Et c'est parti. Séparation Webb Space Telescope, go Webb! Il y a du son. Séparation Webb Space Telescope, go Webb! Et c'est terminé pour Ariane Espace. Ariane Espace a fait son job, là évidemment tout le monde se félicite. We do have confirmation of observatory separation. The James Webb Space Telescope emits. Et voilà, donc tout s'est très bien passé. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de regarder, mais on a l'image, la vraie image qui va arriver quelques minutes après, où on voit le télescope réellement s'enlever. Tiens, regardez, c'est là. Là, vous l'avez juste avant. Vous l'avez ici, ça c'est une vraie image, voilà, du télescope, et vous allez voir le télescope s'enlever de la fusée. Alors, il y a eu quelques soucis avec la caméra, mais voilà. Hop, ça y est, là le télescope, on le libère, et c'est parti. Il est parti pour faire 1,5 million de kilomètres, puisqu'on l'a vu, je vous l'ai dit, au point de Lagrange. Voilà, on va le regarder un peu, parce que c'est quand même une image comme ça. Donc il est tout plié, et il s'est déplié pendant un peu plus d'un mois. Voilà. Voilà, c'est dommage, la caméra, elle a eu quelques... Mais il y a quand même, regardez comme c'est joli, avec la Terre et le télescope ici, qui s'en va. Donc il est parti pour un voyage de 1,5 million de kilomètres, hop, au point de Lagrange, qui est situé quelque part par là. Vous voyez qu'on est bien plus loin de la Lune. Pourquoi le point de Lagrange? Parce que c'est un point qui est relativement stable, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de carburant pour maintenir votre télescope à cette distance-là. Il va rester tout le temps ici, il va garder à peu près la même trajectoire. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Alors, depuis le 25 décembre, qu'est-ce qu'il a fait? On va regarder toutes les étapes de déploiement. Hop, c'est parti. Donc, on vient de le lancer et de le mettre. Voilà, il est comme ça. Et voilà comment il s'est déployé. Alors, la toute première chose qu'on déploie, évidemment, c'est les panneaux solaires, hein, parce qu'il nous faut de l'électricité pour faire marcher notre télescope. Ensuite, on va déplier l'antenne, parce que ce qu'on veut quand même, c'est que la communication fonctionne. Donc, voici l'antenne qu'on a dépliée. Et ensuite, on a déployé c'est pas les panneaux solaires, c'est ce qui permet de protéger contre les radiations du soleil. D'accord, on va le monter un peu. Donc là, vous avez le nombre de jours après le lancement. Donc tout ça de manière automatique. C'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que les Américains qui peuvent faire ça, c'est que c'est quand même relativement fou
d'avoir monté un télescope, de l'avoir plié complètement dans une fusée, de l'avoir envoyé, et d'imaginer que ce télescope puisse marcher. On va regarder. Voilà, on déploie, vous voyez, c'est incroyable. Voilà. Alors quand on parlait de ça, moi je parlais du James Webb, quand je faisais des confs avant, je disais que c'était un projet fou, que c'était incroyable. Quand maintenant on pense que ça a vraiment eu lieu, ça s'est passé, et quand je montrais les images qu'il nous a envoyées il y a à peine une semaine, le James Webb, c'est incroyable. Voilà le déploiement du miroir secondaire, hop, qui tombe. Là on est dans l'espace, et on va déployer le miroir ici, le miroir primaire, tout doucement, là c'est les instruments, et hop, on déploie le miroir. Voilà, et après, pendant les 20 jours qui suivent, il est parti jusqu'à son point de... Voilà, vous avez une autre image. Voilà, 29 jours pour arriver sur l'orbite du point de Lagrange, là où on l'a envoyé. Alors, quelle est la première chose qu'a fait le James Webb, à votre avis, une fois qu'il était complètement déplié? Alors ça, quand je raconte ça aux enfants, je leur dis, il a fait exactement comme vous, quand vous arrivez dans un lieu extrêmement intéressant, que vous avez, je sais pas moi, vous allez visiter par exemple la Tour Eiffel, quelle est la première chose que vous faites? Alors, il n'a pas pris n'importe quelle photo. Qu'est-ce qu'il a pris comme type de photo? Et voilà le selfie du James Webb. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les astronautes, les techniciens de la NASA? Ils ont mis une caméra sur le miroir secondaire ici. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un selfie du James Webb. Il y a une caméra là qui est en train de prendre en photo. Et on voit que le miroir, il a été déployé de manière absolument tout à fait nominale. Voilà, 6,40 m. Le premier selfie dans l'espace, on a eu le premier fait par Thomas Pesquet, c'était dans la station spatiale, 400 km d'altitude. Ben là, on a battu le record, on est à 1,5 million de kilomètres. Voici le selfie du James Webb. Alors, quelle est la première chose après? Une fois qu'on a déployé le miroir, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ça, c'est la vraie première image du James Webb. Vous allez me dire, c'est pas très beau, il n'y a que des points. Et si vous comptez bien, vous allez voir 18 points brillants. Pourquoi 18 points brillants? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont observé une étoile, je crois dans la constellation de la Grande Ourse. Ils ont observé une étoile, et comme les miroirs n'étaient pas alignés, parce que vous voyez là, c'est l'image de l'étoile sur les 18 miroirs, sur les 18 panneaux, voilà, que vous avez là. D'accord? Alors après qu'ont fait les ingénieurs de la NASA, ils ont aligné ils ont aligné les miroirs, et ils ont pris la même photo. Et ça, c'était il y a une semaine. Voici la toute première image du James Webb. Alors, nous, on a fait pareil, hein, quand on l'a reçu. Il se trouve que j'étais à Florence quand on avait une réunion de travail sur un instrument, et on a reçu cette image-là. On a tous fait « Waouh, c'est génial !» Ça, c'est une... Et alors, ce qui est encore plus génial, ça, c'est une étoile. Hein. Tous les points que vous avez derrière, ce sont des galaxies. Ça, c'est 10 secondes d'observation avec le James Webb. Et tous les points que vous avez derrière, c'est des galaxies. Imaginez-vous un peu ce qu'on est en train, l'instrument qu'on a envoyé, le jouet, entre guillemets, qu'on nous a donné. Regarde, c'est ça, moi, cette image, j'attends vraiment d'avoir. Les autres, ça, c'est la toute première, qui nous prouve que l'alignement a été fait de manière parfaite. Non seulement on voit très bien l'étoile, mais on voit déjà toutes les galaxies derrière. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est la toute première image du James Webb. Et maintenant, je vais vous parler rapidement, et ce sera ma conclusion, des découvertes que l'on attend avec ce James Webb et des tout premiers programmes d'observation que l'on va faire avec le James Webb. Alors, là, il est toujours en train de faire des calibrations, c'est-à-dire qu'il est en train de vérifier que tout fonctionne bien. On sait que l'alignement des miroirs est propre. Maintenant, il faut que chaque instrument, les 4 instruments du télescope, nous disent qu'effectivement, il fonctionne sans aucun problème. Donc ça va durer jusqu'à normalement début juin. Et à partir de début juin, il va faire les premières observations publiques, c'est ce qu'on appelle les Early Release Science. Et il y a 13 programmes qui ont été acceptés pour ces Early Release Science, 4 programmes extragalactiques, c'est-à-dire sur les premières galaxies, 2 programmes sur les trous noirs, 2 programmes sur les exoplanètes, 1 programme sur les satellites de Jupiter, 3 sur la physique des étoiles et 1 sur les populations d'étoiles. Vous voyez qu'on va couvrir dès le début beaucoup de domaines de recherche. Donc ça va avoir lieu de, on va dire, juin, juillet, jusqu'à la fin de l'année, novembre, décembre. Et à partir du mois de décembre, eh bien, on va commencer les observations, ce qu'on appelle le cycle 1, c'est-à-dire les vraies observations scientifiques, même si de la science va être faite depuis les programmes ERS. Alors, cocorico quand même, un Français, c'est le seul Français qui a réussi à avoir du temps sur le James Webb, c'est Olivier Bernet, qui travaille à Toulouse. Et Olivier Bernet, sa spécialité, c'est d'aller étudier la chimie des nuages
dans l'univers pour essayer de comprendre comment les étoiles produisent ces fameuses poussières d'étoiles, ces atomes. Donc Cocorico, c'est le seul. Olivier Bernet à Toulouse. Il y a un autre programme qui, à mon avis, sera intéressant, c'est celui qui va être dirigé par Thomas Autreu du UCLA à Los Angeles, qui lui va probablement apporter très vite la réponse de savoir quand les premières galaxies se sont formées dans l'univers. Ça, c'est quelque chose qui va, donc observation entre le mois de juin et le mois de novembre. Et puis il y a une autre chercheure qu'il va falloir suivre de très près, c'est Nathalie Batalla. Parce que Nathalie Batalla, elle a eu un projet qui a été accepté, elle est de UC Santa Cruz aux États-Unis, pour aller regarder l'atmosphère des exoplanètes en transit devant leurs étoiles. C'est-à-dire que cette chercheur-là, elle va nous dire si dans l'atmosphère des étoiles il y a de l'ozone, elle va nous dire si oui ou non de la vie a pu se développer sur les exoplanètes qu'elle va aller observer et qu'elle a choisi avec énormément vraiment, j'ai plus le mot en français, mais elle a choisi avec beaucoup de précision. Voilà, merci. Donc voilà grosso modo les premiers programmes et les premiers résultats, probablement avant la fin de l'année, je parierais presque sur ça, c'est-à-dire que à mon avis en décembre on va déjà avoir des résultats qui vont bouleverser l'astronomie et nos domaines de recherche, et évidemment rendez-vous dans 5 ans pour avoir les réponses à toutes ces questions. Alors 5 ans c'était effectivement la durée au départ de la mission du James Webb, et puis Ariane Espace a tellement bien fait son boulot. Elle a tellement bien mis en orbite le télescope spatial James Webb qu'il devrait lui rester du carburant pour travailler non pas pendant 5 ans, non pas pendant 10 ans, mais pendant 15 ans. Voilà, donc ça, si le télescope James Webb dure pendant 15 ans, ce sera grâce aux Européens, et je pense qu'on peut être assez fiers de nous, enfin surtout les ingénieurs et tous ces gens qui travaillent pour les fusées au centre spatial guyanais ou à Ariane Espace. Voilà, j'en arrête là, je crois que j'ai fait le tour du James Webb. Je vous remercie et je vais répondre à vos questions. After separation from the Ariane upper stage, the Webb telescope continues its journey to L2 under its own power, taking the next step to its final orbital station 1 million miles from Earth. The Webb telescope is about to unleash a new dawn of discovery. Webb Space Telescope, go Webb! We do have confirmation of observatory separation. The James Webb Space Telescope, amidst applause here in the Mission Control Center, now taking it.